Votre émission vous est présentée par l'éco-organisme Trécodec, gestionnaire de vos déchets réglementés en Nouvelle-Calédonie. Ensemble, protégeons notre île. Quel impact ont les espèces exotiques envahissantes sur la biodiversité calédonienne et comment sont-elles gérées? Rendez-vous dans un paradis végétal où des animaux introduits menacent la survie de certaines espèces endémiques. Bonjour Patrick. Bonjour Elisabeth. Bienvenue au Parc des Grandes Fougères à Farinaux. Merci. Alors, ce parc, c'est une aire protégée qui a été créée en 2008 pour protéger la forêt dense humide, à cette époque-là. Et ils ont recensé à peu près 500 espèces végétales dans ce parc. C'est ça, c'est une aire protégée gérée par le syndicat mixte des Grandes Fougères sur un écosystème, la forêt humide, qui est parmi la plus riche sur le territoire. Alors si le parc porte le nom des Grandes Fougères, c'est parce qu'il y a effectivement ces fougères arborescentes qu'on peut voir partout et qui sont magnifiques, mais elles ne sont pas les seules. Il y a une 60aine d'espèces de fougères dans le parc, dont certaines sont très fortement menacées par les espèces envahissantes. C'est ça, parmi cette richesse végétale, beaucoup sont malheureusement consommés par le cerf et le cochon dans le sous-bois, et l'impact est relativement important malgré les actions qui sont mises en œuvre. Et je t'invite à aller sur un site particulier pour justement décrypter entre guillemets l'impact des cerfs et des cochons, si tu veux bien. Eh bien écoute, on va aller voir ça. C'est parti. On va se diriger sur un site en sous-bois où tu vas par toi-même te rendre compte de l'impact important qu'ont à la fois le cerf et le cochon sur la forêt et sur la dynamique forestière. Tu as vu Elisabeth? Oui, la terre est sacrément retournée ici. Hein. Effectivement, on n'a pas encore vu de cochons. En revanche, on voit leurs traces. C'est les cochons qui ont fait ça? C'est bien les cochons. Bon, on est dans une zone à proximité d'une piste, donc les impacts sont limités. Mais tu vas voir tout à l'heure le type d'impact dans une zone un peu plus patrimonial avec des espèces rares et menacées, tu imagines que c'est pas la même affaire. J'imagine que ça doit être impressionnant. Eh bien voilà, Elisabeth, ce que l'on cherche. Une fougère royale? C'est une fougère royale, en tout cas ce qu'il en reste, exactement. On peut dire que c'est son squelette. C'est son squelette, donc la fougère royale est constituée d'une grosse boule à la base de laquelle poussent des longues tiges vertes ou noires en fonction des espèces. Et dans le cas présent, toutes les parties aériennes ont été consommées par le cerf. D'accord. Et le cochon également? Alors, lorsque la partie aérienne a été consommée par le cerf, la boule contenant du latex, étant très attractive à la fois pour le cerf et le cochon, eh bien les deux se mettent à creuser pour transformer ce qui au départ est une boule en une vasque. La forme originale de la boule, celle-ci évidemment est morte, on voit non seulement les traces de dents des cerfs et le latex qui est à la surface. C'est ce qui est recherché par les animaux visiblement. Alors c'est vraiment triste de constater qu'il n'y a plus du tout de fougère royale dans cette partie de la forêt. C'est vrai. Une partie de la forêt qui d'ailleurs affiche également un spectacle relativement triste. Il n'y a rien, il n'y a absolument rien, la terre est quasiment à nu. C'est ça. Ici on se retrouve avec une forêt avec des grands arbres qu'on appelle des semenciers. Donc c'est les grands arbres qui produisent des graines qui vont devenir, il faut l'espérer, des plantules et puis ensuite des arbres adultes. Donc on a bien des arbres, mais si tu regardes la taille minimale des arbres, quel est l'arbre le plus petit, ils sont quasiment tous au-dessus de 2-3 mètres. En dessous, il n'y a pas grand-chose. Pourquoi? D'une part parce que tout ce qui germe, ou la majorité des essences qui sont attractives, qui sont appétantes par les cerfs, ont été consommées. Entre 0 et 2 mètres, et parfois même au-delà, eh bien, il n'y a pas non plus une végétation relativement dense. Donc il y a un gap, il y a un espace entre 0 et plusieurs mètres de hauteur,
où finalement les cohortes successives ont disparu parce que le cerf impacte notamment cette forêt depuis plusieurs décennies. Ça, c'est la partie impact direct que l'on est en mesure de voir. Et il y a ensuite des effets induits dans des zones avec des fortes pentes, comme on a vu au cours de notre trajet. Eh bien, dans la mesure où il n'y a plus de tapis herbacés au sol, lors des fortes pluies, je rappelle qu'on est dans une forêt humide avec des précipitations abondantes, eh bien, lors des fortes précipitations, eh bien, le sol, malheureusement, n'est plus retenu par cette végétation qui a été consommée par les cerfs. Et donc, de fait, le sol fertile est arraché. On parle de lessivage, on parle d'érosion, et ce sol se retrouve dans les criques et peut in fine rejoindre le lagon par le biais des cours d'eau. Évidemment. Alors quelles sont les solutions, Patrick, et est-ce qu'on peut éradiquer ces espèces envahissantes que sont le cerf et le cochon sauvage notamment? Alors clairement, il n'y a pas de solution miracle. Ensuite, par rapport à la terminologie que tu as utilisée, il ne faut pas utiliser le mot éradication, c'est un gros mot, et par ailleurs c'est ni possible ni souhaitable. Donc les actions sont multiples, et en tout cas le succès, il est dans le fait qu'on doit chasser de jour, de nuit, on doit piéger avec différents types de pièges, donc c'est encourageant. Malheureusement, on peut dire aujourd'hui que ça n'est pas suffisant. Alors justement, il y a d'autres opérations à plus grande échelle Effectivement, qui sont prévues. Au-delà de toutes les actions qui sont menées ici, dans le cadre d'un projet européen, régional, que l'on appelle Protège, il y a vocation sur les espèces envahissantes, avec une forte implication des provinces et de l'agence rurale, non seulement de mener des actions de régulation avec les gens, de piégeage, mais aussi de la régulation professionnelle jusqu'à de la régulation par hélicoptère, qui est de très loin la méthode la plus efficace et la moins coûteuse. Et notamment sur toutes les zones inaccessibles, sur par exemple les sommets de la chaîne centrale. C'est bien dans ces zones-là que Protège spécifiquement intervient au bénéfice non seulement de la forêt, mais au bénéfice également de la ressource en eau. Parce que comme on le sait, la chaîne, c'est l'éponge de la Nouvelle-Calédonie. Patrick, on a surtout parlé de l'impact des espèces envahissantes animales. Du cerf et du cochon, notamment parce qu'il y en a plein d'autres. Qu'en est-il des espèces envahissantes végétales? Je te propose, pour en discuter, on rejoigne l'équipe de la biofabrique à Port-la-Guerre. La mission d'une biofabrique est d'élever des insectes utiles dans la lutte biologique. Ces insectes, appelés auxiliaires, permettent notamment de contrôler les ravageurs des cultures, ainsi que certaines espèces envahissantes, comme des plantes aquatiques importées qui se sont disséminées dans le milieu naturel. Quels sont les impacts de la fougère et de la jacinthe d'eau? Alors, ces deux espèces sont des espèces prioritaires, espèces exotiques envahissantes prioritaires en Calédonie. Pourquoi? Parce qu'elles peuvent recouvrir la totalité de la surface de l'eau. Elles réduisent la pénétration de la lumière, elles réduisent la quantité d'oxygène, elles réduisent l'écoulement et au contraire, elles accélèrent l'évaporation et l'assèchement. Donc à partir de moment, il y a à la fois un impact négatif sur la biodiversité aquatique et un impact sur la quantité d'eau disponible, donc un impact sur l'homme et sur l'agriculture. Est-ce que pour ces espèces végétales, il existe une solution miracle? Contre ces deux espèces aquatiques envahissantes, il existe une vraie solution, à la fois innovante, pérenne, efficace évidemment, sans risque pour l'environnement. Ça s'appelle la lutte biologique et je t'invite à aller voir Alex et Logan qui vont nous en parler. Bonjour Alex. Bonjour Logan. Bonjour Patrick. Je vous présente Elisabeth. Bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Donc là aujourd'hui, suite à la demande d'un producteur, on va faire une récolte et on va aller réaliser un lâcher sur un trou d'eau. Par la suite, Elisabeth, nous irons sur le terrain pour voir les résultats obtenus sur la fougère d'eau, un arbre. Et tu verras, c'est spectaculaire. Ce petit coléoptère aquatique, c'est ce qu'on appelle un auxiliaire dans la lutte biologique, c'est ça? Oui, et voilà, à quoi ça ressemble? C'est gros? Celui-là, il est de l'ordre de 3-4 mm. Mais tu mets un coup de main pour les attraper? Du coup, je veux bien que vous me donnez la main pour la récolte alors. Ok. Donc là, la récolte, on immerge les jacinthes. Hop.
Et après, Comment ça va se passer? Ils vont remonter tout seuls, c'est ça? là, ouais, les petits coléoptères, ils vont avoir un petit peu d'apnée, puis après, ils vont monter pour respirer. Donc après, on les récolte à la surface de l'eau. Ils mettent combien de temps à remonter là? Bon, d'ici un quart d'heure, on verra déjà les premiers remontés. Donc là, on va en récolter combien aujourd'hui? Là, pour le lâcher qu'on a à faire, il nous en faut une cinquantaine. Oh, c'est peu. Oui, par rapport à la surface du trou d'eau aussi. Quelle est la surface sur laquelle on va faire le lâcher aujourd'hui? La surface, elle augmente. C'est entre 5 et 10 A peut-être. Oui, donc l'adulte, il pond ses œufs sur la base des tiges de la jacinthe et la larve se développe à l'intérieur de la tige de la jacinthe. Après, elle se passe en pupe. Et après, l'adulte, lui, il se nourrit des feuilles de jacinthe et de la base des tiges aussi. Donc elle est attaquée à la fois de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur de la tige. Ça, ce sont des traces de scarification, donc des traces de consommation par les insectes. Et là, les adultes, ils se nourrissent la nuit, ils sortent pour se nourrir des feuilles uniquement la nuit. Et voilà. Encore un. Du coup, le dernier, bon, je pense qu'on a notre 50 pour pouvoir les lâcher. Patrick, ça fait plus d'un siècle que la jacinthe d'eau a été introduite en Nouvelle-Calédonie, donc elle vient d'Amérique du Sud, où elle n'est pas envahissante. Pourquoi est-ce qu'elle l'est ici? Effectivement, elle est originaire du Brésil et lorsqu'elle a été introduite, elle a été introduite seule, sans son prédateur. Donc celui qu'on va relâcher ce matin. Exactement, donc en fait la lutte biologique, c'est presque remettre cette espèce-là dans son contexte natif avec son prédateur pour la contrôler. Est-ce que le fait de lâcher cet auxiliaire va permettre d'éradiquer complètement la jacinthe d'eau? Non, le but, c'est pas d'éradiquer totalement la jacinthe, c'est qu'il y a un équilibre qui se fasse entre le coléoptère et la jacinthe. Et après, lui, le coléoptère, il est inféodé à la jacinthe. Donc si par hasard, il n'y avait plus du tout de jacinthe, le coléoptère, il viendrait à mourir naturellement. Donc voilà, pour le lâcher, c'est assez simple. On prend une feuille avec nos coléoptères qu'on vient déposer sur les jacinthes à l'intérieur du trou d'eau. Ils iront se propager eux-mêmes. Il faut attendre combien de temps pour voir les premiers résultats? Là, il faut compter déjà au bout de 6 mois, on va commencer à voir l'eau réapparaître, les jacinthes vont commencer à dépérir. Et après un an et demi pour avoir un bassin plus ou moins propre. Là, on va aller sur le trou d'eau à la fois, comme ça tu verras les résultats. Nous sommes à la fois chez Jim Sapin, qui est agriculteur. Bonjour. Bonjour. Jim. Donc là, voilà au début comment c'était, sur le plan d'eau. Donc un tapis vraiment vert qui recouvre la totalité du trou d'eau. Donc ce sont les fougères d'eau cette fois-là. Ouais, la fougère d'eau. Ouais. C'est impressionnant. Donc là, on voit les résultats. Donc aujourd'hui, il n'y a plus rien. Et combien de temps après le lâcher des insectes, on a obtenu ce résultat? Déjà, au bout des 6 premiers mois, on voyait déjà l'eau qui réapparaissait. Au bout d'un an, c'était totalement propre. Et Jim, en quoi ça avait un impact sur votre exploitation agricole, la présence de ces fougères d'eau? Eh bien, premièrement, c'est que cette fougère, elle peut avoir un effet nuisible sur les animaux tels que les bovins, voire même provoquer un empoisonnement, parce que l'eau est complètement polluée. Et deuxièmement, pour l'agriculture, je faisais à l'époque de la patate douce et sur plusieurs hectares, et donc je pompais énormément dans mes retenues, mais il était arrivé à un moment où je ne pouvais plus pomper parce que l'épaisseur de la salvinia était tellement importante que les pompes s'encrassaient et donc je ne pouvais plus travailler. Patrick, aujourd'hui, cette technique, on la trouve que dans la province sud, donc à la biofabrique de Port-Laguerre. Est-ce qu'il est prévu d'étendre les élevages de ces insectes sur le reste de la Grande Terre? Je suppose que tu aurais été convaincu. Les résultats du programme pilote de la biofabrique sont vraiment très encourageants et il est effectivement prévu que le CEN coordonne à l'échelle du territoire cette lutte biologique contre la jacinthe et contre la fougère d'eau. Et en particulier
sur les cours d'eau. Donc évidemment sur les retenues collinaires au bénéfice de l'agriculture, mais également sur les cours d'eau, à la fois pour un bénéfice sur la biodiversité, sur un bénéfice sur évidemment la ressource en eau et un effet collatéral toujours positif sur l'agriculture. L'objectif c'est bien qu'à terme, l'ensemble du territoire soit entre guillemets positivement infesté par ces auxiliaires et que, comme vous, les propriétaires, les agriculteurs, puissent eux-mêmes contribuer à ces lâchers. Comment une espèce exotique devient-elle envahissante en Nouvelle-Calédonie ? Il y a deux modalités d'introduction sur le territoire. L'introduction volontaire. Considérée comme utile par l'homme, une espèce peut être introduite pour l'alimentation, comme le goyavier, la construction, comme le pin des Caraïbes, l'élevage, comme le lapin, l'agrément, comme le chat, ou les loisirs. L'homme peut même l'avoir introduite sans autorisation pour sa beauté, comme le bulbul ou le miconia. L'introduction accidentelle. Une multitude de semences, plantules, larves, spores, insectes ou animaux de plus grande taille peuvent entrer par le trafic maritime via les containers, par le transport aérien via les bagages des voyageurs ou par les colis postaux. Une fois introduite, l'espèce peut passer par plusieurs phases avant de devenir envahissante. En phase de latence, l'espèce est présente de façon très localisée et discrète à proximité de son lieu d'introduction. Cette phase peut durer plusieurs dizaines d'années. En phase d'établissement, l'espèce profite de conditions favorables, feu, défrichement, construction, ouverture de pistes, pour se reproduire et établir une population. En phase de colonisation, l'espèce renforce et multiplie ses foyers de population. En phase d'invasion, l'espèce se disperse rapidement et provoque des impacts négatifs dans les espaces naturels. Au fur et à mesure des différentes phases, il devient de plus en plus coûteux et difficile de lutter efficacement contre une espèce envahissante largement établie. Il est donc primordial d'éviter toute nouvelle introduction et de réagir de manière ciblée dès la détection d'un nouvel envahisseur. Quelles sont les espèces envahissantes animales et végétales les plus dangereuses ? Et quel est le rôle du citoyen dans l'introduction et la gestion de ces espèces ? Bonjour Hubert. Bonjour Elisabeth. Quand on importe de nouvelles espèces sur le territoire, on a tendance à croire qu'on enrichit la biodiversité, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est même souvent l'inverse. Au niveau mondial, les introductions d'espèces sont la deuxième cause de disparition de la biodiversité, après la destruction des milieux naturels. Est-ce que tu peux me donner un exemple ? Je vais même t'en donner deux. Un exemple d'espèces animales et d'espèces végétales en Nouvelle-Calédonie. D'accord. Alors les deux espèces dont je vais te parler, Elisabeth, font partie de la blacklist mondiale des 100 espèces exotiques envahissantes les plus agressives de la planète, qui sont ces deux-là en Nouvelle-Calédonie. La première, c'est notre gentil minou. Notre chat domestique, donc. Voilà, qui est très sympa dans nos maisons, mais qui a envahi tous les milieux naturels, jusqu'au sommet de la chaîne. Moi, ça m'est arrivé de me retrouver au sommet du Humboldt, à l'aube, nez à museau, avec un chat, qui, par stress avant de s'enfuir, a régurgité son dernier repas, et c'était quoi ? Que des sinques endémiques, donc des lézards endémiques qu'il venait de manger. Donc, dans leur thèse, les jeunes scientifiques Manik Wedin et Pauline Palmas, qui ont réalisé leurs travaux avec l'IRD, l'IAC et l'IMBE, ont d'ailleurs démontré que les chats arrêts, donc les chats ensauvagés, tuaient en Nouvelle-Calédonie chaque année probablement autant de roussettes, je dis bien de roussettes, que les chasseurs eux-mêmes, probablement de l'ordre de 100 000 par an. Ben oui, il faut rappeler que le chat, c'est avant tout un félin et donc un redoutable prédateur, et que comme à l'origine, il n'y en a pas en Nouvelle-Calédonie, la faune endémique, elle n'a pas développé en fait des moyens pour se défendre. C'est le cas des roussettes et des lézards. Exactement. Et qu'en est-il de l'espèce végétale ? Eh bien, tu dois sûrement la connaître. Il s'agit du Miconia calvescens, donc cet arbre originaire d'Amérique du Sud et centrale, qui a été introduit en Nouvelle-Calédonie dans un jardin de Robinson en 1970 et qui s'est répandu dans le parc de Lati. Et c'est une espèce très agressive pour les milieux puisqu'elle est capable de pénétrer et de se développer dans le sous-bois des forêts humides, de croître, de gagner la canopée et d'éliminer les arbres natifs.
Alors c'est exactement ce qui s'est passé en Polynésie, où le Miconia a été introduit en 1937, il y a soit 80 ans, et où désormais il recouvre 70% de l'île de Tahiti, et c'est une véritable catastrophe écologique. C'est pour ça d'ailleurs que les Polynésiens l'appellent le cancer vert, et on a vraiment le champion de l'invasion. Chaque inflorescence peut produire 100 000 graines. Un seul pied de Miconia peut pousser d'1,50 m par an. Les graines dans le sol peuvent rester des dizaines d'années en attendant de se développer. Et puis pour se disperser, elles font appel aux oiseaux avec leurs fruits qui sont très attractifs, que les oiseaux consomment et vont disperser sur de grandes distances. Alors, comme tu le disais, c'est une plante qui vient donc d'Amérique du Sud, il y en a beaucoup en Amazonie, mais où il y a une compétition avec d'autres plantes qui lui permet donc de se réguler naturellement, ce qui n'est pas le cas avec les végétaux en Nouvelle-Calédonie. C'est le même problème qu'avec les animaux et les prédateurs finalement. Exactement, c'est la même chose. On a une biodiversité naïve en Nouvelle-Calédonie, pas habituée aux agressions externes. L'exemple que tu m'as cité, Elisabeth, de l'invasion de Tahiti par le Miconia est un des exemples d'invasion de plantes sur une île tropicale les plus spectaculaires et les plus catastrophiques. Or, cette plante, le Miconia, envahit d'autres îles dans le Pacifique, Hawaï, et bien sûr, on en a parlé, la Nouvelle-Calédonie. On a donc une obligation de l'éradiquer. Alors on vient de le voir, les espèces exotiques envahissantes ont un impact important sur la biodiversité, mais l'introduction de ces espèces a également un impact sur l'économie. Oui, il y a plein de cas. On peut par exemple parler des termites. Les termites, on a des espèces de termites calédoniennes. Quand on va en forêt, on voit les termitières, mais ce ne sont pas celles qui attaquent le bois de nos maisons. Celles qui font des dégâts dans nos maisons, ce sont deux espèces de termites, termites de terre et termites de bois sec, qui sont toutes les deux exotiques et qui ont été introduites par l'homme. Le termite de bois sec, c'est des Américains à la Seconde Guerre mondiale, et les termites de terre sont arrivés dans les années 60. Alors ces espèces introduites augmentent également d'autres problèmes, c'est le cas par exemple des feux de brousse. Oui, alors je peux te citer deux espèces de plantes qu'on a introduites, la sensitive géante, donc qui referme maintenant très vite les chemins de chasse ou le chemin pour aller au champ. Et donc, tu t'es déjà fait piquer par des sensitives, j'imagine. Oui, bien sûr. Eh bien, que font les personnes? Eh bien, elles brûlent. Donc de plus en plus pour entretenir leur chemin. Une autre herbe, cette fois-ci, l'herbe ramiel ou para, ou mélinis, qui fleurit rouge dans les savanes à Niaouli, est une herbe exotique d'Afrique qui, quand on la touche, elle est collante. En fait, elle contient deux essences inflammables qui augmentent la température de la flamme quand un incendie prend dans la savane. Ce qui fait que le même feu avant dans des herbes locales a maintenant une température de flamme plus importante et donc produit plus de dégâts sur les arbres et sur les lisières de la forêt. Et enfin, un dernier impact, et pas des moindres, il dépend cette fois de certaines espèces animales introduites et il est d'ordre sanitaire. Et là, on a encore pas mal d'espèces. Le rat, c'est un vecteur de la leptospirose, hein, on ça parle c'est bien assez souvent. connu maintenant, oui. Tout à fait. L'escargot africain, la catine, donc lui favorise les méningites, on le sait un peu moins. Et puis celle-ci que tu reconnais, donc la tortue de Floride, et elle qui favorise la dispersion des salmonelloses. Donc on a là 3 exemples sur la table d'espèces animales introduites exotiques et qui sont des vecteurs de maladies. Quel est le rôle du citoyen dans la gestion du problème des espèces envahissantes ? Il en a plusieurs. Le premier, c'est de s'informer, de respecter la réglementation. Le CIE tient à disposition cette exposition pour sensibiliser sur les invasions biologiques. On peut aller sur le site du CEN, à la rubrique Pôle espèces envahissantes, où on a plein d'informations pour savoir reconnaître et agir en conséquence. La deuxième des choses aussi, c'est de signaler. Si vous voyez quelque chose, un animal ou une plante que vous ne connaissez pas, que vous pensez exotique, prévenez. Il y a un numéro à retenir, 75 30 69, qui est le numéro de signalement des espèces envahissantes. Et puis enfin, il y a celui de s'engager dans la lutte. Et là, il y a plein de manières. Tu peux prévenir ton entourage, sensibiliser ton entourage à cette question-là. Tu peux également, on l'a dit, signaler si tu vois quelque chose de nouveau. Tu peux aussi, quand tu vas randonner,
ou après et avant une nouvelle randonnée, nettoyer tes affaires, tes chaussures par exemple, qui sont des vecteurs de dispersion d'espèces envahissantes. Cette jolie astéracée eh bien, a des graines qui se collent à tes chaussettes et à tes chaussures et que tu vas disperser d'un milieu naturel à un autre entre deux randonnées. Alors il faut penser à bien nettoyer les côtés des chaussures où ça colle, mais également à brosser les semelles où des graines peuvent rester coincées. Exactement. Ça fait partie des gestes réflexes qu'il faut avoir. Et puis également, dans ton jardin, tu peux enlever les espèces envahissantes et favoriser la flore locale. On a aujourd'hui de magnifiques ouvrages, celui de Gilda Gadblé sur la flore ornementale de Nouvelle-Calédonie et celui d'Hélène Cazé, Créer son jardin calédonien, qui nous permet d'enlever les espèces envahissantes et de mettre nos belles espèces endémiques. On peut donc dire que la détection précoce et le signalement, c'est l'affaire de tous. Exactement, Elisabeth. Et d'ailleurs, je vais t'inviter à passer à l'action en t'offrant d'une part le poster du CEN sur les 68 espèces envahissantes les plus dangereuses en Nouvelle-Calédonie. D'accord. Voilà. Espèces animales et végétales à coller au-dessus de mon lit. Oui, pour réviser tous les soirs. Exactement. Et puis le livre de Lapiquant, Plantes envahissantes pour les milieux naturels de Nouvelle-Calédonie, qui est très bien fait et qui va te permettre de reconnaître une multitude d'espèces de plantes qui sont des menaces avérées pour les milieux naturels calédoniens. Bien, écoute, merci beaucoup Hubert, et de mon côté, j'invite tous les Calédoniens à retrouver ces documents et cet ouvrage sur le site du Conservatoire des espaces naturels, le CEN, pour se tenir informés et pouvoir alerter, même en cas de doute. Tout à fait. Il vaut mieux alerter que de rien faire du tout. Et donc, comme on est 270 000 citoyens, si tout le monde s'y met, on devrait y arriver. Je pense qu'on devrait y arriver. Merci Hubert. Votre émission vous a été présentée par l'éco-organisme Trécodec, gestionnaire de vos déchets réglementés en Nouvelle-Calédonie. Ensemble, protégeons notre île.